Bonsoir à tous, merci d'être venus un jeudi soir, noyés sous nos bouchons, lillois, pour parler d'un sujet, qui est important. On parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, on se pose toujours des questions sur l'évolution de la maladie, sur les traitements. On oublie un peu, les personnes qui aujourd'hui prennent en charge réellement, les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Hem, il y a encore quelque temps, je discutais avec un représentant de l'assurance maladie, qui me demandait: «Mais combien y a-t-il de patients atteints de maladie d'Alzheimer en France?» Alors je dis: «On estime, les épidémiologistes, qu'il y en aurait à peu près 1 200 000». Il me dit: «Ouais, mais c'est pas possible puisque nous, dans les affections de longue durée où ils sont déclarés à l'assurance maladie, on en a à peu près 600 000. Donc on en a que la moitié. Ça veut dire que les autres sont bien là, mais qui sont au sein des familles, heu, qu'on ne les retrouve pas dans les circuits de parcours de soins habituels, et c'est là que le rôle des aidants est très important. Alors ce soir, on a voulu, réaliser une conférence avec 3 associations. La première, c'est le Rotary Club de Lille. Je voudrais remercier son président, Guillaume Lombard, qui est ici, nous donner l'occasion de pouvoir, exprimer au cours de cette soirée un certain nombre de points qui sont importants pour, la prise en charge et des patients, mais aussi de ceux qui s'en occupent. Et on a voulu vraiment l'orienter sur toutes les parties, qui relèvent plus de la protection juridique. Tous ces éléments sont, des éléments qui sont extrêmement importants, mais lorsque l'annonce tombe, heu, elle perturbe tellement les familles qu'on ne pense pas tout de suite à anticiper ce genre de mesures. L'autre association qui est spécialisée, dans ce domaine, c'est l'association France Tutelle. Et Federico Palermiti, nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Donc, cette association est située à Nice et Federico est le conseiller technique de cette association, il est juriste de formation. Il est également très impliqué dans l'Alzheimer puisqu'il préside l'association France Alzheimer, du 06, des Alpes-Maritimes. Et enfin, il travaille, auprès du centre d'éthique, d'Île-de-France, avec lequel, il s'intéresse aux maladies que l'on appelle maintenant neuroévolutives ou neurocognitives, qui sont représentées par la maladie d'Alzheimer, mais par d'autres formes également de ces pathologies. Et enfin, par la Fondation Alzheimer, donc il a une fondation à but, non lucratif qui a pour mission de financer la recherche sur la maladie d'Alzheimer, recherche fondamentale, recherche clinique, recherche en sciences humaines et sociales, et dont j'ai l'honneur d'être directeur. Toute cette réunion n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide des équipes de France Tutelle, en particulier Marion, que vous avez dû croiser à l'entrée. Marion Ravenot, qui est la chargée de communication, qui s'est chargée de l'organisation de cette réunion, et Naïma de France Tutelle, qui est son équivalent à l'association France Tutelle. Je vous propose donc qu'on commence cette soirée avec une réflexion sur les aidants. Alors, je l'ai intitulé Aidant l'autre combat d'Alzheimer. Les chercheurs se battent pour essayer de trouver des traitements, des solutions, des prises en charge. On a tous tendance à oublier un peu les personnes qui ne sont pas des aidants que l'on appelle professionnels, qui sont dans les familles et dont le rôle est aussi important et sans lesquels on ne pourrait pas assurer les prises en charge. C'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays du monde, c'est vrai dans toutes les cultures. Il y a toujours une aide familiale extrêmement importante dans cette prise en charge. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un aidant? Il y a une définition dans le Code de l'action sociale et des familles qui dit que c'est celui qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. C'est ça la définition de l'aidant. Combien sont-ils? Si on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer, on estime aujourd'hui qu'il y a 2 millions d'aidants familiaux qui soutiennent quotidiennement des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et ce qui est intéressant, c'est les résultats d'une étude de la Fondation Médéric Alzheimer. Un Français sur 3 pense qu'il devra aider ses parents dans un délai de 5 ans. Donc c'est une notion qui existe bien et dont chacun d'entre nous a conscience. Alors pourquoi ça? Ben parce que, c'est une très bonne nouvelle, on vit tous plus longtemps et comme le principal facteur de risque de maladie d'Alzheimer, c'est l'âge, on a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de cette maladie.
Qui sont ces aidants? Généralement, c'est un conjoint ou une conjointe, souvent âgé, puisque cette maladie survient en moyenne à 75 ans, donc vulnérable. Ça peut être un enfant adulte qui est soumis à d'autres charges. Il travaille, il a lui-même des enfants. C'est un proche parent, ça peut être un ou une amie. Et on estime que l'âge moyen des aidants aujourd'hui est de 55 ans. 56% sont des femmes, 60% ont encore une activité professionnelle, 26% vivent en zone rurale. Donc vous voyez que c'est un enjeu social extrêmement important dont les Français ont clairement conscience. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle un parcours de soins pour chacun d'entre nous dès qu'on a une maladie qui diffère selon le type de maladie que l'on a. Où va intervenir l'aidant dans le parcours de soins parce qu'il en est partie totalement intégrante. Il intervient à l'annonce du diagnostic. Il est souvent là au moment où le patient est amené auprès d'un praticien qui va poser le diagnostic. L'aidant est dans la vie quotidienne. Souvent, c'est lui qui aide à la prise des médicaments, la gestion des rendez-vous médicaux, les gestions de budget, les déplacements, les courses, les repas, les ménages, les lessives, l'alimentation, la toilette. C'est grâce à lui qu'on peut maintenir ces personnes à domicile. Et ces personnes tiennent en général 7 ans avant de passer la main à des établissements spécialisés. En fait, ils les assistent non seulement à la maison, mais lorsqu'ils sont également en institution. Et en fait, l'aidant, on le retrouve à tous les niveaux du parcours de soins jusqu'à la fin de vie. Alors, que doit faire un aidant? Que fait un aidant? Dans sa vie actuelle, 76% travaillent à temps plein, 24% travaillent à temps partiel. 6% ont dû réorganiser leur temps de travail sans réduction horaire. 13% prennent des congés pour s'occuper de leurs proches. Et en fait, on estime qu'ils participent, puisqu'ils travaillent malheureusement ou heureusement jour et nuit, soit pour près de 60 heures par semaine qui sont consacrées à leur travail d'aidant. 26% interviennent tous les jours, 46% toutes les semaines, 31% tous les mois. Donc vous voyez que c'est une charge extrêmement prenante dans une vie quotidienne dans lesquelles doit s'inscrire également la vie de chacun de ces aidants. Et ce qui est important aussi de constater, c'est qu'ils sont d'une abnégation sans limite et qu'ils ont plutôt tendance à s'oublier. Et ce qui en pâtit le plus, c'est leur santé. Les aidants négligent leur propre santé, essentiellement par manque de temps entre leurs propres préoccupations professionnelles, la prise en charge de leurs patients. Voilà, ils n'ont plus le temps de prendre des rendez-vous pour eux-mêmes. Ce qu'on observe, c'est que dans la population des aidants, le risque de dépression est beaucoup plus élevé que dans la population générale. L'accumulation du stress, de la culpabilité, de l'épuisement s'accumule. Et ce que l'on voit, c'est que malheureusement, souvent, ils décèdent avant le patient. Alors je crois que pour les aidants, il faut, comme on dit, lutter contre des fausses croyances. Le rôle d'aidant est un rôle qui est très accaparant. C'est des personnes, quand elles aident, elles ont des exigences absolument sans limite à l'égard d'elles-mêmes. Elles croient qu'elles doivent tout assumer elles-mêmes et elles s'auto-interdisent des instants de répit pour elles-mêmes. Donc il faut se rendre compte que le dévouement est absolument total jusqu'à l'épuisement. Et c'est de ce cercle-là qu'il faut sortir. Pourquoi? Parce que dans ces conditions, l'aide n'est pas forcément efficace et aussi bénéfique qu'elle pourrait l'être si vous-même vous êtes fatigué ou si les aidants sont eux-mêmes fatigués ou ou à bout de souffle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un proche aidant, qui est les aidants dont on parle, ce n'est pas un aidant professionnel. L'aidant professionnel, c'est l'acteur de santé. Il est formé, il est rémunéré pour s'occuper de ces personnes. Il a l'habitude professionnellement de s'en occuper. Il est sans lien de parenté. C'est extrêmement important. Il faut pouvoir avoir du recul par rapport au patient pour bien s'en occuper. Ce que ne peut pas avoir un aidant parental ou un aidant familial. Il va s'occuper des soins, de l'hygiène, des traitements, des gestes techniques. Il faut bien comprendre que l'aidant proche, le proche aidant, lui, son apport, c'est d'abord un soutien moral. Il est important qu'il aide le patient à lutter contre le découragement, qu'il gère son impatience, qu'il gère l'irritabilité, la tristesse, l'anxiété, la colère, le désespoir qui sont le quotidien des aidants dans ces conditions de maladie extrêmement prenantes. Autre point qui est important pour l'aidant, c'est de bien
comprendre et reconnaître ses limites. Il y a des petits signes. Quand la tristesse fait place à l'indifférence, quand on commence à avoir des difficultés à penser, quand on se sent inefficace, quand on a des sentiments négatifs croissants vis-à-vis de l'être aidé, quand on a une espèce d'anesthésie émotionnelle, hein, on dit toujours regarder comme si on regardait le monde à travers une vitre, quand on a des troubles du sommeil et de la concentration, c'est le point critique qu'il faut savoir reconnaître, puisque la plupart du temps, ces aidants font ce qu'on appelle, terme très à la mode dans beaucoup de conditions, mais là, il a des raisons d'être, un burn-out, c'est-à-dire une explosion de fatigue qui font que ça génère un épuisement et l'impossibilité de pouvoir faire toute nouvelle action. Et c'est cette limite qu'il faut jamais dépasser, sinon ça entraîne des problèmes et c'est ça qui va toucher la santé des patients aidants. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on peut éviter l'épuisement? La première chose, c'est de ne pas rester seul. Ça, c'est un élément essentiel. C'est simplement le partage d'expériences déjà, soit avec vos proches, soit avec des proches, soit avec des groupes d'aidants. Ce qui est aussi important, c'est de toujours rester positif. La tendance à se culpabiliser de bien faire ou de pas bien faire les choses, les pressions que peuvent avoir les personnes aidées, euh, ça peut agacer, on peut être triste, on peut avoir de la colère, mais tout ça est tout à fait légitime et normal et il faut surtout pas culpabiliser pour ça. Difficile, facile à dire, mais difficile à percevoir, mais il faut vraiment cette part de recul qui est importante. L'idée, c'est d'essayer de se concentrer le plus sur le rôle de proche aidant et sur les satisfactions qu'on en tire. Parce qu'on ne fait pas ça, on fait ça justement parce qu'on sait qu'on a un besoin de le faire et que ça aide l'aider. Et bien sûr, cet apport que l'on qualifie de moral est extrêmement important. Et puis le dernier point, c'est de penser à sa santé. Penser à sa santé d'abord. Ça ne sert à rien d'aider quelqu'un quand on n'est pas soi-même en bonne santé, quelqu'un de malade parce qu'on risque de tomber malade. Je prends toujours cet exemple. Vous savez, dans les avions, je ne sais pas si vous prenez l'avion, quand ils vous donnent les consignes de sécurité et qu'il y a une dépressurisation importante, vous savez, les masques à oxygène tombent. La première chose à faire pour aider les autres, c'est de mettre d'abord son masque à oxygène. Hein, vous ne le mettez pas à votre voisin, vous ne le mettrez pas à votre enfant. Mettez d'abord votre masque à oxygène. Donc c'est ça, vous mettez votre masque à oxygène et ensuite vous pouvez vous occuper des autres personnes et leur donner également de l'oxygène. Alors bien sûr, il existe des dispositifs et Federico Palermiti va vous en parler également. Il y a des plateformes d'accompagnement et de répit des aidants. Il y a des structures d'aide aux aidants. France Alzheimer en a, les caisses de retraite, les assurances maladie, les mutuelles. Il y a des accueils de jour. On suit des patients avec un accompagnement sur des mesures, des activités adaptées pour toutes les situations d'isolement et d'épuisement. On a des accueils de nuit plus rares. On a des haltes répit détente Alzheimer avec des accueils sur des temps courts, de 1 à 3 heures, des activités occupationnelles, des chants, des jeux, de la cuisine, des établissements d'hébergement où là, il y a des activités pour les aidants et pour les personnes malades ensemble. Donc, il y a une diversité d'outils. Malheureusement, il faut les connaître. Euh, les médecins en connaissent certains, tout le monde ne les connaît pas. Heureusement, il y a des associations comme celle dont va parler Federico qui s'intéressent énormément à ça. Donc vraiment, le message, c'est aidant, faites-vous aider, ne restez pas seul. C'est vous l'expert de la maladie de votre proche, mais vous n'êtes pas un aidant professionnel. Vous êtes là pour soutenir votre proche moralement et pour l'accompagner. Il faut avoir conscience de vos limites, il faut rester en bonne santé, il ne faut pas rester seul. Et puis, il faut avoir le courage de demander du soutien et d'accepter d'être aidé. C'est également ce qui est relativement difficile. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire concernant cette introduction sur les aidants. Maintenant, je vais céder la parole à Federico Palermiti. Merci à toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ben, merci beaucoup, cher Philippe, de l'invitation. Merci au Rotary Club de Lille de m'accueillir. Je suis particulièrement ravi d'être avec vous ce soir. Alors, tu le disais, j'ai plusieurs casquettes. Alors, aujourd'hui, j'interviens vraiment dans le cadre de l'association France Tutelle. Mais suite à ton intervention, je ne peux pas faire une introduction un peu large, plus large sur la question des aidants. Et en prenant cette fois-ci ma casquette de bénévole, de président de France Alzheimer des Alpes-Maritimes. Euh, Si je devais poser à la salle la question, est-ce que vous avez le sentiment, ou en tout cas, est-ce que vous vous reconnaissez en tant qu'aidant? Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de mains
qui se lève. Si je devais vous poser la question en reprenant une phrase que disait toujours Catherine Olivet, qui est une grande dame qui a œuvré dans le mouvement Alzheimer et qui arrêtait pas de nous dire, moi je ne suis pas une aidante, moi je suis une aimante. Je pense que là j'aurais beaucoup plus de mains qui se leveraient. Tout ça pour dire que très souvent, effectivement, un proche qui accompagne une personne vulnérable ne se reconnaît pas comme aidant. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, et ça pose un grand nombre de difficultés. Alors qu'en France aujourd'hui, la loi a avancé et on a juridiquement un statut de l'aidant, ce qui veut concrètement dire que à la fois votre proche vulnérable, mais vous aussi en tant qu'aidant, vous pouvez bénéficier d'aides, de dispositifs. Alors si je reprends la présentation de Philippe, effectivement, sur le prisme Alzheimer, l'aidant peut bénéficier d'un certain nombre d'aides techniques. Concrètement, vous pouvez avoir des auxiliaires de vie qui viennent vous aider ou qui viennent aider votre proche. Vous pouvez avoir des aides matérielles. Vous pouvez avoir des aides pour refaire votre salle de bain, par exemple. Enfin, il existe une multitude d'aides comme ça financières qui sont financées notamment par le département de votre territoire. Et vous avez effectivement aussi des lieux d'accueil, alors soit des accueils de jour, soit des haltes relais, comme vient de le dire. En tout cas, il existe une multitude de dispositifs et c'est vrai que vous ne les connaissez pas forcément. Et moi, j'insiste quand je rencontre des familles, je leur dis la première chose à penser avant de penser les aspects juridiques, administratifs et financiers, c'est essayer de voir une assistante sociale. Essayez de frapper à la porte de votre CCAS. Essayez de frapper à la porte de la maison d'autonomie qui sont gérées par le département. Vous avez beaucoup de portes d'entrée sur le territoire. Il y a effectivement ce que font les médecins, mais tous les médecins ne sont pas forcément sensibilisés à ces sujets-là et vous donneront pas forcément les bons contacts. Il y a des associations, bien évidemment, mais vraiment votre première démarche, si j'ai envie de dire, lorsque vous accompagnez une personne vulnérable, elle est d'oser frapper la porte du CCAS ou de la maison de l'autonomie. Et là, vous allez découvrir un monde, certes, extrêmement technique, mais une multitude d'opportunités qui peuvent apparaître et dont vous n'avez même pas l'existence. Je prends un exemple. Que ce soit pour une entrée en maison de retraite, que ce soit pour bénéficier d'une aide financière pour réaménager la salle de bain, pour faire appel à une auxiliaire de vie, vous allez devoir constituer un dossier qu'on appelle le dossier APA, aide personnalisée à l'autonomie. Ce dossier-là, il est géré par le département et c'est une aide directe qui va être attribué à votre proche vulnérable. Ce dossier, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est évaluer de manière extrêmement technique le degré de dépendance de la personne qui malheureusement souffre de ces pathologies-là. Et vous allez avoir concrètement une aide financière qui va vous permettre de financer soit une aide humaine, soit une aide technique. Euh, Ça, j'ai l'impression que très souvent les personnes l'oublient et c'est franchement la première étape qu'il faudrait après un diagnostic d'une telle maladie. On parle d'anticipation ce soir. C'est sans doute une des premières étapes, à mon avis, à oser et à franchir. Et je le redis, les assistantes sociales, on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu le couteau suisse dans la prise en charge médico-sociale, mais c'est vraiment elles qui vont vous aiguiller, qui vont vous faire un panorama des dispositifs et je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en tout cas, je suis vraiment très reconnaissant de leur travail et de leur engagement. Ça, c'est la partie administrative pour votre proche vulnérable. Vous, en tant qu'aidant, je le disais tout à l'heure, il existe un statut, alors je le dis entre guillemets, un statut juridique pour l'aidant. Concrètement, vous avez droit au répit, un droit au répit. Donc là aussi, vous avez la possibilité d'avoir une aide financière pour souffler, pour vous reposer. Alors tout ça est très encadré par les textes de loi. Je vais pas me rentrer dans les détails parce que sinon vous allez sortir dans une heure avec une tête particulièrement pleine. Mais en tout cas, vous avez un droit au répit. Si vous travaillez, vous pouvez demander un congé
proche aidant à votre employeur, là aussi dans une limite de durée de temps. Vous pouvez demander une indemnité pour compenser la perte de salaire. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que à la fois il existe des aides pour les personnes qui souffrent de ces maladies, mais à la fois, il existe aussi des aides pour vous en tant qu'aidant, ce qui veut dire qu'au départ, il faut effectivement faire tout ce processus un peu psychologique, de prendre de la distance et de se reconsidérer comme un aidant. C'est pas forcément simple, ça peut prendre du temps. Le soutien psychologique qui est délivré, notamment à travers les associations, peut vous aider dans ce processus et cette prise de distance. Je sais que c'est pas évident, mais à partir du moment où on se considère comme aidant, on voit l'avenir avec une clarté ou en tout cas une lucidité qui me paraît quand même un peu plus sereine, en tout cas moins émotionnelle. Ça, c'est la partie administrative. Donc, frapper à la porte des CCAS et des maisons de l'autonomie. Vous avez après une autre partie qui est la partie, on va dire, juridique, l'environnement tutélaire et tout ce qui est anticipation de la vulnérabilité. Alors, moi, je travaille pour l'association France Tutelle. C'est une association nationale. Elle a vraiment vocation à aider et à sensibiliser et informer les familles qui se questionnent ou qui exercent déjà une mesure de protection. Je vous expliquerai un petit peu en détail tout à l'heure qu'il y a différents acteurs qui interviennent dans le champ de la protection. Concrètement, on fait quoi? On a du soutien téléphonique, on a une plateforme téléphonique gratuite, vous aurez les contacts tout à l'heure. Donc, vous avez des juristes qui répondent à vos questions et un petit entretien de 30 minutes. Vous pouvez leur demander toutes les questions juridiques et ils vous répondront et ils vous orienteront vers d'autres professionnels si nécessaire. Il y a un pôle recherche que j'anime et que je pilote. Mon obsession est de se dire que ce champ-là de la tutelle, c'est un champ qui est très peu investigué par les chercheurs. Donc, je mène des études pour essayer de mieux comprendre ce que font ces tuteurs familiaux, c'est quoi leurs attentes, leurs besoins. Rappelez-vous que quand vous êtes déjà aidant, donc que vous accompagnez au quotidien une personne pour l'aider à faire ses courses, pour l'aider à se déplacer, pour l'aider à aller dans tous les entretiens médicaux. Par ailleurs, quand vous êtes désigné par le juge comme curateur ou tuteur, vous exercez une responsabilité qui se surrajoute, puisque là, c'est une responsabilité juridique qui est forte en termes de charge mentale. Donc être protecteur familial, c'est vraiment une mission supplémentaire qui n'est pas simple à assumer. On ne connaît pas forcément les conséquences juridiques que peuvent avoir tel ou tel acte qui sera réalisé pendant cette période de vulnérabilité. Donc, le pôle recherche est là justement pour essayer de mieux comprendre et surtout pour faire du lobbying politique et essayer de faire en sorte que les décideurs prennent plus en considération cette thématique. Et enfin, on fait de la formation, à la fois pour les professionnels et pour les familles. Juste quelques éléments de contexte. Alors, vous allez avoir beaucoup de chiffres, mais je vais essayer d'être très synthétique. Si on prend les aidants de manière générale, donc pas du tout spécifique à la maladie d'Alzheimer, mais des aidants également de personnes handicapées, par exemple, les estimations sont à 15 millions d'aidants. Donc, vous voyez que la proportion est juste monumentale. Et un actif sur quatre est concerné et est aidant. Donc, il y a un vrai enjeu aussi pour le monde de l'entreprise. Tu l'as dit tout à l'heure, Philippe, sur les maladies neurodégénératives, on est sur des estimations à 1,2 million. Et si vous rajoutez toutes les autres maladies neuroévolutives, je pense à Parkinson, sclérose aux plaques, on est grosso modo à chaque fois avec une volumétrie de 200 000 personnes qui seraient concernées. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, c'est un vrai sujet sociétal. Malheureusement ou heureusement, tout dépend comment on regarde le verre, grâce à l'allongement de la durée de la vie, forcément, ces sujets-là vont être encore plus prégnants dans les années à venir. Donc oui, il faut essayer d'anticiper au maximum et surtout avoir conscience des risques juridiques qui peuvent être encourus durant cette période. Alors, le droit, il est extrêmement binaire. Soit tout est blanc, vous avez encore votre capacité juridique, tout se passe très bien, vous pouvez absolument tout faire. Soit tout est noir,
vous êtes sous une mesure de protection, vous n'avez plus de droits et de libertés, ou en tout cas, ils sont restreints. La zone grise, le droit n'aime pas trop. Concrètement, la zone grise, c'est quoi? C'est ce moment où votre santé commence à se fragiliser, où finalement vos facultés cognitives, intellectuelles, ben, commencent un petit peu à malheureusement décliner avec l'avancée en âge ou avec la maladie. Et finalement, ce qui va se passer ne va pas être très sécurisé d'un point de vue juridique. Je prends un exemple très concret que vous allez sans doute, pardonnez-moi, que vous allez sans doute tous vécu. On reçoit au minimum 2, 3 fois par jour des appels téléphoniques de démarcheurs pour vous vendre des salles de bain, pour vous vendre des crédits, etc. Imaginez pour une personne dont la santé se fragilise, qui est toute seule à la maison, euh, on lui fait un discours sur vous pouvez acheter ça, vous pouvez bénéficier davantage avec un crédit, appuyez sur la touche 2 pour accepter. Je schématise un petit peu, mais c'est pour vous dire que la technologie aujourd'hui et on va dire la férocité commerciale de certains professionnels font qu'une personne qui a des difficultés, mais qui pour autant n'est pas encore sous une mesure de protection, peut vite faire un acte qui aura des conséquences juridiques, financières, qui ne sera pas protégée parce que justement, elle est dans cette zone grise et qu'elle n'a strictement rien anticipé. Alors rassurez-vous, le droit est quand même astucieux puisqu'il est un peu rétroactif, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand bien même vous n'êtes pas sous une mesure de protection judiciaire, quand bien même vous n'avez pas anticipé votre vulnérabilité, il y aura toujours moyen de revenir rétroactivement par rapport à la décision que vous auriez prise, l'achat d'une voiture, l'acceptation d'un crédit. La question juridique sera derrière de la preuve. Il faudra prouver qu'effectivement, ben, vous n'aviez pas toutes vos facultés pour pouvoir accepter ou consentir à cet acte. Donc cette zone grise, le régulateur du champ financier, patrimonial et assurantiel, qui s'appelle l'AMF et la CPR, pardonnez-moi, concrètement la Banque de France, pour faire simple, s'est intéressé à cette fameuse zone grise et essaye d'élaborer des recommandations pour sensibiliser les banques, les assurances et tout le champ patrimonial à la fragilité de certaines personnes qui se trouveraient dans cette situation de fragilité et essayer de mettre en place des garde-fous pour essayer de protéger ces populations-là. Alors concrètement, d'un point de vue juridique, il y a deux scénarios. Soit vous avez anticipé les choses, soit vous ne les avez pas anticipées. Alors on va commencer par l'absence d'anticipation. En France, euh, on compte environ entre 800 et 1 million de personnes qui seraient sous mesure de protection judiciaire. Alors, dans mesure de protection judiciaire, moi, je dis, c'est notamment la curatelle, la tutelle et l'habilitation familiale. J'y reviendrai tout à l'heure. La moitié de ces mesures sont exercées par la famille, l'autre moitié par les professionnels. Ça veut dire que vous, en tant qu'aidant, il se peut que si votre conjointe a besoin d'être protégé juridiquement, le juge pourrait vous désigner comme curateur, tuteur, en tout cas comme protecteur familial, sans que vous soyez formé, sans que vous y connaissiez rien au droit, mais vous allez assumer exactement les mêmes responsabilités juridiques qu'un professionnel euh, de la tutelle, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est pour ça que l'association France Tutelle est née. On s'adresse aux familles qui concrètement n'y connaissent rien, n'ont pas un écosystème qui leur permette d'être orientés vers des avocats, vers des notaires, parce que au final, vous risquez exactement les mêmes conséquences juridiques que si vous étiez un professionnel qui accompagnait une personne vulnérable dans ses mesures de protection. Donc ce nombre-là, il va forcément augmenter. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment tout le monde
peut être concerné, donc mieux anticiper. Donc là, on n'a pas anticipé. Concrètement, quand est-ce qu'on va commencer à mettre en place une mesure de protection juridique? Il y a un seul article que vous devez connaître par cœur, entre guillemets ce soir, c'est l'article 425 du Code civil qui définit ce qu'est une mesure de protection juridique. Toute personne dans l'impossibilité à pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, c'est extrêmement important, on va y revenir tout à l'heure, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique présent au présent chapitre. Vous l'aurez compris, la protection juridique, curatelle, tutelle, habilitation, est privative de droit. Si on prend le verre à moitié vide, on pourrait la voir comme ça. Vous aurez moins la capacité juridique, vous ne pourrez pas tout faire vous-même, vous ne pourrez pas signer des contrats de vous-même. Ça, c'est le versant négatif. Moi, je dis, regardez-le sur un versant positif. Mesure de protection, elle est là pour vous protéger. Et il y a un juge qui va contrôler, qui va être le garde-fou et qui va veiller à vos intérêts et à vos volontés. Donc la mesure de protection juridique, judiciaire, il ne faut pas la vivre, je sais que c'est difficile à dire, comme une contrainte, mais comme vraiment une protection et une opportunité qui garantit vos droits et vos libertés. Alors, qui va demander la mesure de protection? Bah, ça peut être la personne elle-même qui est concernée, ça peut être le conjoint, le partenaire, le concubin, enfin largement entendu, un parent, un allié ou une personne qui entretient avec le majeur des liens étroits et stables. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes proches qui peuvent demander au juge d'examiner une situation qui nécessiterait une mesure de protection. Il y a d'autres personnes qui peuvent solliciter. Je pense par exemple à un directeur de maison de retraite, il peut tout à fait le solliciter, mais il faut qu'il passe par le procureur de la République, qui lui va examiner le dossier et il va falloir en plus apporter des informations complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est important à retenir, c'est que la personne elle-même, vous-même ou l'entourage familial peut solliciter le juge pour protéger les intérêts de la personne qui serait devenue vulnérable. Qui est saisi? Donc j'ai parlé beaucoup de juges, vous avez certainement dû entendre parler du juge des tutelles. Le juge des tutelles n'existe plus, il s'appelle le juge des contentieux de la protection qui va agir en qualité de juge des tutelles. C'est une autre domination parce qu'il y a eu une réorganisation de la justice. En tout cas, c'est lui qui est compétent et c'est celui dont la résidence habituelle du majeur, c'est celui qui exerce, pardonnez-moi, sur le territoire de la résidence habituelle du majeur. Et ça, c'est important à garder à l'esprit. Si vous habitez à Lille et que votre parent ou personne vulnérable ou proche habite à Lyon, ce ne sera pas le tribunal de Lille qui sera compétent, mais ce sera bien le tribunal de Lyon qui sera compétent. Vous l'aurez compris dans la définition, le terme médicalement constaté est extrêmement important. Il y a effectivement, lors d'une annonce d'une maladie d'Alzheimer, un diagnostic qui est posé par un médecin spécialiste, soit à titre libéral, soit dans le cadre d'une consultation mémoire. Mais lorsque vous allez demander une mesure de protection judiciaire, il va falloir faire appel à un autre type de médecin. C'est ce qu'on appelle les médecins inscrits sur la liste du procureur, que sont très souvent des neurologues ou des psychiatres, et qui, lui, va attester de l'altération des facultés mentales de la personne. C'est un petit coup. C'est, dans mon souvenir, 190 euros, ouais, 190 euros enfin, taxes comprises. Donc, c'est un petit coup parce que la procédure en soi d'une mesure de protection, elle est gratuite. Donc, ça ne va pas vous coûter de l'argent. Mais ce certificat-là va vous coûter un peu d'argent.
Donc c'est lui qui va décider, c'est lui qui va faire ce qu'on appelle un certificat médical circonstancié. Donc il va expliciter ce que la personne est encore en capacité de faire ou pas faire. Et le juge va utiliser ce certificat pour pouvoir statuer sur quel type de mesures de protection il va falloir mettre en place. Euh, Vous avez sur le site, mais vous aurez toutes les informations à la fin sur le site de France Tutelle, la liste de l'ensemble des médecins habilités, parce que là aussi, c'est pas évident à trouver. Quel que soit le territoire en France, vous aurez la capacité de le trouver. Ensuite, il y a un document qui s'appelle un document CERFA, qui va devoir être envoyé au tribunal compétent. C'est un formulaire déjà prêt, où concrètement, il y a les données, on va dire, informatives, nom, prénom, adresse, etc. Il va vous demander de préciser un peu le contexte et pourquoi vous sollicitez une mesure de protection judiciaire. Et il est à envoyer au tribunal judiciaire avec notamment l'extrait d'acte de naissance, la copie de la carte d'identité et tout document que vous allez juger utile pour justifier de la situation patrimoniale et personnelle de la personne. Le juge a l'obligation d'auditionner à la fois la personne à protéger, mais vous également. Là aussi, je parlais avant de regarder les choses à moitié vides ou à moitié pleines, positivement ou négativement. Passer devant un juge, c'est pas évident. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire que ce juge-là, en tout cas de la protection, c'est un allié. Il est là pour protéger votre proche. Euh, donc, il va auditionner le proche quand il le peut. Ça peut arriver que le proche ne soit pas auditionné parce qu'il ne le peut pas. Et à ce moment-là, il le précisera par ailleurs. Il va vous poser des questions. Ce que le juge va chercher, c'est déjà de comprendre l'environnement familial, de comprendre la situation personnelle, patrimoniale et les enjeux qu'il y a autour. Et son obsession va être l'intérêt de la personne à protéger. Et c'est bien souvent ça qui est compliqué parfois à comprendre pour les familles, c'est que l'intérêt de la personne protégée, c'est pas forcément l'intérêt de la famille. Lui va vraiment essayer de comprendre quelles sont les volontés de la personne qui est à protéger. Elle va entendre les personnes qu'il jugera nécessaires, mais parfois, une décision peut être mal comprise par les familles parce qu'effectivement, le juge va estimer avec l'ensemble des éléments qu'il a pu obtenir et des enquêtes qu'il a pu réaliser, que l'intérêt de la famille, l'intérêt du majeur protégé, par exemple, c'est que la tutelle ne soit pas confiée à la famille, mais qu'elle soit confiée, par exemple, à un professionnel de la tutelle. S'il y a des désaccords dans la famille, s'il y a bien sûr absence de famille, ben, il peut estimer que c'est pas la famille. C'est important de le garder à l'esprit parce que très souvent les familles peuvent être un petit peu choquées par les décisions de justice. Mais à partir du moment où vous avez compris que c'est l'intérêt du majeur et seulement son intérêt à lui personnel dans le reste de sa vie, dans le reste de sa vie, vous, on peut mieux comprendre ce que décide le juge, même si je sais que ça peut pas être évident. Donc, oui, audition de la personne et des requérants. Et ensuite, il va prononcer son délibéré, le juge, concrètement. Il va procéder en regardant trois principes. Le principe de nécessité, donc être sûr que la situation médicale le nécessite, ça c'est le certificat médical qui va l'attester. Le principe de subsidiarité, ça veut dire il va vérifier s'il n'y a pas une autre mesure de protection qui pourrait être moins contraignante. Et enfin, le principe de proportionnalité, il va s'assurer que c'est adapté aux difficultés que vit actuellement la personne. Donc le juge rend son jugement et désigne le protecteur et désigne la nature de la mesure de protection, parce que vous allez le voir, il y a plusieurs types de protection judiciaire. Je vous parlais avant de la famille, je vais y revenir.
Donc, pour que vous ayez un peu les choses au clair, ou en tout cas une première approche des personnes qui peuvent intervenir dans le cadre de la mesure de protection, je vais commencer par celle-là. Le principe, c'est la famille. Donc, le juge va toujours regarder, va toujours essayer de donner la mesure de protection à une famille. Comme je vous le disais, si l'intérêt du majeur n'est pas celui-là, s'il n'y a pas de famille ou s'il y a trop de conflits, ben, le juge va donner la mesure à ce qu'on appelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce mandataire, vous en avez de différentes natures. Il peut être associatif, il peut être individuel, donc à titre libéral. Et dans certains établissements, c'est ce qu'on appelle les préposés d'établissement, vous avez des services de mandataires judiciaires qui sont proposés par l'établissement. Et leur rôle, il va vraiment être d'assister, de représenter la personne pour les actes patrimoniaux et personnels en fonction de la décision de justice qui va être prononcée. Donc, soit c'est vous, la famille, soit c'est un mandataire. En tout cas, la personne sera protégée. Si je devais résumer la chronologie, d'abord, on a des troubles mentaux corporels qui empêchent l'expression de la volonté. Vous avez ensuite un certificat médical. Vous avez après à rédiger une requête avec le CERFA. Vous êtes auditionné par le juge et il y a un délibéré qui prononce la décision. Concrètement, s'il n'y a pas eu d'anticipation, ce temps-là, il peut durer 1 an entre le dépôt de la demande et la décision du juge. Alors, en règle générale, ça va dépendre des tribunaux, mais on a des décisions qui sont rendues autour de 6 mois. Mais le juge peut, il a 1 an pour prendre sa décision. Donc, vous imaginez bien, notamment sur des maladies comme la maladie d'Alzheimer, 1 an, c'est à la fois court et à la fois extrêmement long en termes d'évolution. Donc, si vous n'avez pas anticipé, un, c'est le juge qui va décider à votre place. Deux, la décision, elle risque d'arriver parfois un peu trop tardivement. Et en règle générale, les familles, pardonnez-moi l'expression, commencent à s'alarmer ou à se réveiller lorsqu'il y a une demande d'entrée en EHPAD sur ces questions-là. C'est généralement le moment de bascule. Je dois absolument, mon proche doit être institutionnalisé. La directrice d'EHPAD me demande, ou le directeur d'EHPAD me demande s'il y a une tutelle ou une curatelle. Et là, c'est la précipitation et j'ai envie de dire, c'est déjà un peu trop tard. Donc, si en plus vous rajoutez une demande qui va peut-être prendre 1 an, les choses peuvent évoluer assez rapidement. Et on viendra sur les mécanismes d'anticipation qui vous permettent d'éviter ces écueils-là. Alors, il existe plusieurs types de mesures de protection. Je ne vais pas toutes les énumérer. Il y a deux grands principes qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. C'est les deux cadres en noir. Vous avez des mesures d'assistance et des mesures de représentation. Une mesure d'assistance, ça veut dire que la personne qui est protégée ne va pas perdre tous ses droits. Elle va pouvoir continuer à réaliser certains actes avec l'assistance, avec votre assistance si vous êtes curateur, avec l'assistance du curateur mandataire judiciaire à la personne. Bref, c'est pas on n'enlève pas, on prive pas la personne de toutes ses libertés, de tous ses droits. Il est juste assisté par quelqu'un et pour certains actes, il faudra co-signer ensemble pour disposer d'une libéralité quelle qu'elle soit. L'assistance ne veut pas dire perte de droit. La mesure de représentation, elle est beaucoup plus privative de droit. C'est ce qu'on appelle la tutelle ou l'habilitation familiale. Je vais y revenir tout à l'heure. Là, effectivement, la personne ne peut plus exercer, n'a plus de capacité juridique. Elle ne peut plus, ou en tout cas moins, euh, disposer elle-même de certaines dispositions. Et c'est le représentant légal qui va, lui, décider à sa place. Il y a énormément de nuances, mais pour les grands principes, c'est ça. Soit vous avez une curatelle, vous êtes assisté, soit vous avez une tutelle, vous êtes représenté. Donc c'est un tiers qui va décider à votre place
sous certaines conditions et avec certaines modalités. Quelle que soit la mesure de protection, vous avez toujours un garde-fou qui est le juge de la protection. Je prends un exemple, qui est l'exemple le plus classique. Maman doit aller en maison de retraite, il n'y a pas suffisamment d'argent sur ses comptes, il faut vendre la maison. La personne est sous mesure de protection. C'est sûrement pas la personne qui pourra décider de la vente de la maison, encore moins les enfants. Elle est sous mesure de protection. Le domicile est sans doute un des domaines du droit le plus sanctuarisé. La vente ne sera possible qu'après accord du juge de la protection. Donc, vous aurez toujours ce juge de la protection qui va veiller à l'intérêt de la personne. Et pour certains actes qu'on dit actes de disposition, donc des actes importants qui vont impacter le patrimoine, euh, le juge sera toujours sollicité et il faudra son autorisation. Changement de clause d'assurance vie, débloquer un prêt, toutes ces choses-là, sans le juge, ce sera impossible. Les actes de gestion quotidienne, en revanche, payer des factures, faire des retraits, tout ça, la personne qui représente ou qui assiste pourra tout à fait le faire sans accord du juge. Donc, vraiment, la place du juge, elle est centrale dans ces mesures de curatelle et de tutelle. Parce que certains actes, et c'est bien évident pour protéger la personne, ne pourront être autorisés que si les juges les valident. Alors, je vais faire deux focus sur un dispositif qui est plutôt récent, il est de 2019, qui s'appelle l'habilitation familiale. Donc, mesures de protection juridique, je vous ai dit, curatelle, tutelle, ce sont les principales. Il y en a d'autres qui s'appellent sauvegarde de justice, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Les plus connus sont curatelle et tutelle. Une nouvelle existe, c'est l'habilitation familiale. Cette mesure, c'est un peu de la tutelle et de la curatelle, puisqu'elle peut être à la fois dans l'assistance et dans la représentation, vous la voyez dans les deux carrés. Elle est un dispositif qui a été pensé pour les familles. Quand il n'y a pas de conflit dans la famille, qu'il n'y a qu'un seul enfant, quand tout se passe très bien, quand finalement les enfants se mettent d'accord sur la personne qui va gérer les affaires de papa ou de maman, on peut solliciter une habilitation familiale. Le formalisme est beaucoup moins lourd. Le seul écueil euh, que de nombreux juristes essayent d'alerter d'ailleurs le ministère, c'est que d'un point de vue juridique, il n'y a pas de contrôle opéré par le juge. Donc la sécurité avec l'habilitation familiale est un petit peu moins, on va dire, assumée que sous une mesure de protection judiciaire. Il y a beaucoup de tribunaux qui font des habilitations très fréquemment. Il y en a d'autres qui n'en font très peu. C'est vraiment en fonction des juridictions, mais c'est un dispositif qui est possible justement quand c'est la famille qui l'exerce, quand tout se passe bien dans la famille. C'était une manière aussi un peu de désengorger les tribunaux qui étaient complètement saturés de demandes de sous protection, on va dire classique, curatelle, tutelle. Cette habilitation-là existe. C'est un dispositif qui peut être pertinent. Attention à la sécurité, il n'y a pas de contrôle du juge, donc qui dit pas de contrôle, il y a peut-être des risques juridiques derrière que vous pouvez encourir. En tout cas, ça existe, et ça existe aussi bien pour défendre les intérêts patrimoniaux que les intérêts personnels. Ça, c'est si vous n'avez pas anticipé. Tu me dis, Philippe, quand il faut que je coupe, hein. Ça, c'est vous n'avez pas anticipé. Là, je vous propose d'anticiper. Alors, il y a quelque chose qu'on oublie très souvent, mais la première mesure d'anticipation, c'est la procuration. Vous en connaissez certainement une, c'est la procuration bancaire. Donc, vous donnez pouvoir à une personne, alors pouvoir spécial, spécifique pour un acte, pouvoir général, ça c'est avoir votre banquier. Mais ça peut être une solution provisoire qui peut être, j'ai envie de dire, quasiment unique. La personne, l'entourage n'a pas de, reçoit une retraite uniquement. Ils sont locataires, ils ne sont pas propriétaires, il n'y a pas d'assurance vie. Enfin bref, il n'y a pas d'enjeux patrimoniaux. Ben, finalement, le conjoint ou l'enfant, via la procuration, peut tout à fait faire vivre le compte bancaire, entre guillemets, de la personne vulnérable sans passer par une mesure de protection judiciaire. Donc, j'ai tendance à dire que c'est un dispositif qui est utile au début,
Parlez-en notamment sur les procurations bancaires à votre banquier. Ça peut être effectif, ça peut en tout cas éviter de solliciter via une mesure de protection une autorisation du juge pour ouvrir des comptes. Donc, c'est toujours intéressant comme mécanisme. C'est un mécanisme provisoire et c'est le contrôle notamment de la banque. Faut le garder à l'esprit, c'est la banque qui va contrôler et vous serez responsable s'il y a des achats qui sont excessifs ou que la banque jugera excessifs. Donc la procuration, vous passez pas par le juge, sauf pour certaines procurations, ou en tout cas vous passez pour certaines procurations auprès d'un notaire. Pensez à la bancaire, ça peut très bien vous régler des petites solutions. Une procuration, elle est valide jusqu'à ce que la personne soit encore capable. Une fois qu'elle est juridiquement considérée comme incapable, la procuration devient caduque. Et donc là, il va falloir rentrer dans les mécanismes soit de protection, soit d'anticipation. Très souvent, vous êtes marié, on l'oublie très souvent, mais vous avez un régime matrimonial. Et il est possible de faire quelques actes d'assistance ou de représentation grâce à votre régime matrimonial. Concrètement, alors ça va dépendre de sous quel statut vous êtes marié, mais l'époux, pour l'intérêt de la communauté, va pouvoir représenter la personne vulnérable dans certains actes patrimoniaux. On l'oublie souvent, mais ça peut être aussi utile et pratique à utiliser pour certains actes précis. Enfin, la révolution culturelle française juridique a été le mandat de protection future. Je vais m'y attarder un petit peu. Révolution culturelle parce que vous avez vu qu'en droit, on protégeait a posteriori. Il faut que la personne soit médicalement constatée comme dans la capacité de pourvoir à ses intérêts pour mettre en place une mesure de protection. Là, le droit français a réfléchi en amont. Il s'est dit, pourquoi ne pas imaginer un dispositif qui me permette, moi, aujourd'hui, avec toute ma tête, de désigner par avance là les personnes qui vont me représenter sans que je passe par un juge. C'est ce qu'on appelle le mandat de protection future. Vous alliez désigner un mandataire, des mandataires, un mandataire pour les affaires personnelles, par exemple le champ de la santé, un mandataire qui va s'occuper des papiers et du financier. Vous pouvez désigner qui vous voulez comme mandataire, combien vous en voulez, qu'il soit mandataire familial ou une association mandataire judiciaire. Bref, c'est du sur-mesure. Et ce mandataire va exercer son mandat, donc vous représenter, le jour où vous serez dans la capacité de vous exprimer. Alors, vous avez différents mandats. Vous avez le mandat de protection future pour soi, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, aujourd'hui, je souhaite que mon frère soit mon représentant pour les aspects patrimoniaux. Je souhaite que ma filleule soit en charge de mes décisions de santé. Je l'écris. Le jour où je serai plus capable de l'exprimer, ben, le mandat va rentrer en action et ben, mon frère s'occupera de la banque, de la gestion de mes finances. Ma filleule s'occupera de mes décisions de santé, de m'accompagner dans mes entretiens médicaux. Il y a aussi le mandat de protection future pour autrui, donc c'est plus pour soi, mais c'est pour quelqu'un d'autre. C'est en règle générale les parents d'enfants handicapés qui vont créer un mandat de protection future ben, pour leurs enfants, pour anticiper la suite, ben, le jour notamment où eux seront malheureusement plus là et que leur enfant sera encore en vie. Et donc, il y aura un mandataire, un représentant qu'ils auront choisi pour eux et qui va continuer à les représenter. Après, vous avez deux formes de mandat de protection future. Vous avez le mandat de protection future, acte sous seing privé. Ça veut dire concrètement que c'est un document, un certificat préimprimé qui existe déjà et qui est disponible sur Internet. Et vous avez un mandat euh, fait devant un notaire. Alors, on conseille toujours de... Alors après, c'est le choix personnel, mais on conseille toujours de passer par un notaire parce que s'il y a une personne qui vous connaît particulièrement, notamment sur les affaires patrimoniales, c'est votre notaire.
Euh, Avec l'acte notarié, votre mandat est davantage sécurisé. Vous pouvez donner beaucoup plus de pouvoir à la personne qui va vous protéger. L'acte sous seing privé, donc le document formulaire CERFA, lui va être très limitatif dans les possibilités et les pouvoirs qui seront dévolus à votre mandataire. Donc vraiment, je vous conseille de passer par l'acte notarié. Ça a un petit coût financier. Dans mon souvenir, je crois que c'est entre 300 et 500 euros. Mais ça permet au moins de sécuriser les choses, d'avoir quelqu'un qui va contrôler derrière la gestion. Et au moins, bah, lui, le notaire vous connaît et sera en mesure de vous donner des conseils avisés, puisque ce mandat peut prendre toutes les formes et toutes les facettes que vous souhaitez. C'est simplement une matérialisation de vos volontés, de ce que vous souhaitez pour l'avenir, pour vous. Alors, vous y mettez des choses en matière de conviction personnelle, de santé. Je ne veux pas en fin de vie d'être réanimé. Je veux que mes comptes, mon patrimoine, mon assurance vie soient dévolus à un tel ou un tel. Tout est absolument inimaginable, donc mieux vaut en parler avec le notaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique et complexe, mais l'idée, elle est vraiment que vous avez aujourd'hui un support juridique qui vous permet de mettre sur le papier vos volontés et faire en sorte que quelqu'un va décider pour vous, ce quelqu'un, vous l'avez choisi, il ne vous est pas imposé par un juge. Ça ne veut pas dire que le juge est malveillant, mais je pense qu'en termes de démarche, c'est autre chose que de choisir soi-même son protecteur, que ce soit un juge qui le désigne, même s'il veille à vos intérêts. En France, ce mandat ne connaît pas beaucoup de succès. Il n'y en a pas énormément. Je crois que dans mon souvenir, il y en a entre 5 000 et 10 000 qui ont été créés depuis 2019. Alors la cause, elle est multiple. On a un peu une culture méditerranéenne, quoi qu'on en dise. On n'est pas trop capable d'anticiper ce genre de choses. On fait preuve un petit peu de paternalisme et on a un petit peu la tête dans le sable comme une autruche. On veut pas voir ces choses-là. Donc c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Mais si j'avais un conseil juridique à vous faire, et puisque la thématique aujourd'hui est le mandat de protection future, c'est d'essayer d'y réfléchir et de un peu de poser vos volontés. Je prends toujours l'exemple, et j'en ai fini, je prends toujours l'exemple du don d'organes. Pendant très longtemps, ça a été quelque chose d'extrêmement tabou. Et au fil des années, on s'est rendu compte que finalement, tout le monde avait un peu sa conviction par rapport au don d'organes. Et si on posait la question, ben, chacun était capable de dire oui ou non, même si maintenant le principe a changé. Et c'est oui, forcément, il faut l'exprimer si c'est non. Sur ces questions-là, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais l'idée, elle est aussi là, elle est de forger votre conviction, de vous dire ben, ce que j'aimerais pas, et de faire en sorte que ce soit la personne que vous souhaitez qui vous représente. Sur le mandat, je ne vais pas rentrer sur tous les détails, juste vous parler encore de deux choses très rapides sur l'anticipation. Vous pouvez désigner par anticipation votre futur curateur ou tuteur. Le juge sera tenu par votre désignation. C'est quelque chose qui existe. C'est la même logique. C'est moi-même qui décide qui va être mon curateur, mon tuteur. Ça existe. Et il y a deux dispositifs qui ne sont pas des vrais dispositifs de protection judiciaire, mais qui concernent plus le champ de la santé. Ce sont les directives anticipées et la personne de confiance. Si vous avez été hospitalisé, on a sans doute dû vous demander est-ce que vous avez désigné une personne de confiance? Cette personne de confiance, ça va être la personne qui va exprimer vos volontés le jour où vous ne pourrez plus les exprimer. Cette personne va vous assister durant les entretiens médicaux lorsque vous ne pourrez plus vous exprimer. Elle n'est pas à confondre avec la personne à contacter en cas d'urgence lorsque vous êtes hospitalisé. C'est vraiment votre porte-parole, celui qui va pouvoir dire aux équipes médicales ce que vous auriez voulu, ce que vous auriez souhaité lors de la situation rencontrée. Et vous avez enfin les directives anticipées qui sont le même principe. C'est vous-même qui rédigez sur un papier, soit un document CERFA, soit sur un papier libre, vos souhaits quant à la fin de vie. Alors, on est dans une période un peu crispante et cristallisante sur le sujet de la fin de vie. Il ne s'agit pas de dire je souhaite une aide à mourir, c'est pas ça une directive anticipée. Une directive anticipée, c'est est-ce que vous souhaitez
être réanimé si jamais vous êtes dans cette situation-là? Est-ce que vous souhaitez ou acceptez un soin, un traitement? Donc, c'est pas une aide à mourir. Lorsque vous écrivez dans la directive anticipée que vous souhaitez euh, être activement, concrètement euthanasié, la directive est caduque. C'est vraiment vos souhaits quant au dernier traitement de votre fin de vie. On en a entendu un peu parler durant la période Covid. Là aussi, essayez d'y penser. Ces directives anticipées, vous pouvez soit les mettre sur votre dossier personnalisé, informatisé, enfin votre carte vitale dématérialisée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous pouvez la confier à votre médecin traitant, vous pouvez la confier à n'importe qui. L'essentiel, c'est que les équipes de soins en aient connaissance et sachent où la trouver. Euh, donc là aussi, on n'est pas sur des dispositifs d'anticipation juridique, mais quand même d'expression de la volonté en matière de santé. Et je voulais vraiment finir sur ça. Sur le site de France Tutelle, vous avez l'adresse en bas, Contact France Tutelle. Vous avez besoin d'une consultation juridique par rapport à une situation particulière, par rapport à de la protection judiciaire. Je peux répondre à certaines questions. Je ne suis pas un spécialiste du champ patrimonial et financier. Donc, si vous voulez me parler d'assurance vie, etc., je ne serai pas le premier et le bon interlocuteur, mais mes collègues le seront. En tout cas, c'est gratuit et vous pouvez poser toutes vos questions juridiques. J'espère ne pas avoir été un trop long, un trop technique et affligeant. Le sujet est un peu difficile, mais j'espère au moins vous avoir fait comprendre l'intérêt et la chance qu'on a aujourd'hui en France d'avoir des outils qui nous permettent d'anticiper ces sujets-là avec la modulation que vous souhaitez vous.